Bonjour, bonjour, bienvenue et merci de nous avoir rejoints. Nous sommes ensemble ce midi pour 45 minutes. 20 minutes de présentation du sylvomimétisme, puis 20 minutes de questions-réponses. Donc 20 plus 20 égale 40. Ça veut dire qu'on vous proposera un exercice d'immersion sur les 5 dernières minutes de notre webinaire. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous prenez soin de vous. La période est particulièrement chahutée. Voilà, ce qui fait que techniquement, nous pouvons nous retrouver ensemble grâce à Livestorm. Livestorm, c'est une solution française de webinaire qui a été créée en 2016. Sur cette solution, vous avez un chat à droite qui vous permet de poser pendant la session toutes vos questions. Pour ceux qui auraient envie de nous réécouter, on le pense maintenant, mais on verra à la fin, vous aurez un replay. Voilà. D'abord, je vais enlever une promesse qu'on vous avait faite, c'est d'être au cœur de la forêt. Il s'avère que la météo avait prévu un coup de vent ce matin avec des vents à plus de 60 km/h et c'était dangereux pour nous et aussi pour vous de pouvoir vous y accueillir. Pour autant, on a essayé de faire en sorte que le webinaire soit le plus immersif possible. Où sommes-nous ici? Nous sommes en direct de l'atelier des dialogues à Montferrand. Montferrand étant un des quartiers de Clermont-Ferrand. C'est le creuset des activités de Catherine. Et vous voyez à l'image la vue qu'on peut avoir depuis l'atelier avec le Puy-de-Dôme et le Pariou. Voilà. Donc, à toi, Catherine. Je suis Catherine Redesperger, co-aventurière du sylvomimétisme. Je suis coach, consultante et écrivaine. Et j'accompagne depuis 30 ans les acteurs des entreprises dans leur déploiement individuel, collectif et entrepreneurial. Moi, c'est Charles-Étienne Dupont, je suis gestionnaire forestier professionnel agréé. Je gère depuis 17 ans maintenant des forêts toute taille, des forêts privées, petites, moyennes, grandes, essentiellement dans la Grande Auvergne, on va dire. Mon travail consiste à auditer des forêts et à mettre en place ce qu'on appelle la sylviculture à couvert continu, qui permet d'augmenter la valeur patrimoniale en utilisant les dynamiques naturelles comme levier pour atteindre un équilibre durable et optimisé. Moi, je suis Pierre Gérard, je suis le 3e co-aventurier du sylvomimétisme. Je suis ingénieur en agriculture de formation, j'ai été journaliste, puis banquier, et maintenant j'accompagne les entreprises vers leur prospérité durable. Voilà, vous nous connaissez tous les trois. Maintenant, je vais vous parler du sylvomimétisme. Le sylvomimétisme, qu'est-ce que c'est? C'est une démarche de biomimétisme appliquée aux organisations et qui s'appuie sur les arbres et la forêt. Le biomimétisme, c'est un processus créatif interdisciplinaire qui est là pour résoudre des problèmes anthropologiques et sociologiques à partir de la connaissance issus des modèles biologiques. Donc, on s'ancre sur la biologie pour résoudre des problèmes humains, pour faire simple. En pratique, comment ça fonctionne? Alors, pour vous l'illustrer, j'aime beaucoup le schéma que vous voyez à l'écran qui a été construit par le CBIOS, l'Institut des futurs souhaitables et le Muséum d'histoire naturelle. C'est l'anneau de Moebius, une démarche qui va vers l'infini et surtout au-delà, qui se décline en 8 étapes. La première, on commence par analyser le problème. Quelle est la situation? Qu'est-ce qui se passe? La deuxième, c'est finalement, on fait une abstraction de ce problème en regardant quelles sont les fonctions qui sont mises en œuvre et les contraintes du problème. La troisième, et qui est souvent le point clé, le point le plus compliqué, c'est on part du problème, ce problème abstrait, et on le transpose dans le domaine biologique. La quatrième, une fois qu'on l'a transposé dans le domaine biologique, il faut regarder les systèmes qui peuvent nous permettre de le résoudre, les étudier en 5e élément, faire l'opération inverse, on abstrait ce qui se passe des systèmes biologiques pour les réancrer dans notre métier, c'est la 7e étape, et à la fin, on fait une implémentation et des tests. On l'a fait sous la forme de cet anneau parce que ça peut être très itératif. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, la première étape est l'identification des challenges que nous traitons. Le sylvomimétisme nous permet des analogies, des résonances sur nombreux plans du vivant. Pour notre webinaire, nous en avons choisi 3. L'individu, l'équipe et l'entreprise. Le premier challenge concerne chacun d'entre nous quand nous rencontrons des obstacles pour nous ancrer dans nos racines et dans le sol, quand nous sommes empêchés de nous aligner, debout à la verticale et de nous relier aux autres.
Le deuxième challenge, pour lequel le sylvomimétisme est une inspiration, concerne une équipe en phase de construction ou en tension. L'analogie avec les arbres et la forêt va permettre à l'équipe de se voir autrement dans sa capacité à se nourrir, à être en symbiose, à se réguler, à être vivante, à agir en écosystème, à s'économiser, se déployer, produire. Le troisième challenge s'invite lors des phases de transition de l'entreprise, particulièrement sous l'angle des cycles, sous l'angle du temps long, dans la manière d'écrire sa raison d'être, d'explorer hors des chemins battus, d'exploiter de manière écologique ses ressources. Pour illustrer cette approche, nous nous ancrons dans une forêt en particulier, dont j'ai l'honneur d'être le gestionnaire. Elle se situe ici en Auvergne, avec une particularité, c'est une grande forêt ancienne. Quand j'ai été sollicité pour commencer à travailler dans cette forêt, j'ai commencé à poser des questions, à consulter les archives, à étudier des cartes géologiques, à auditer cette forêt sous toutes les coutures. J'ai d'abord vu que le muret qui l'entoure existait déjà au moment où les propriétaires l'ont acquise au XIe siècle. Cette enceinte renferme une forêt qui s'est constituée naturellement, sur le temps long. Elle n'a pas été plantée. Elle a suivi toutes les étapes de ce qu'on appelle la sylvogenèse. La sylvogenèse, en fait, c'est la manière dont la forêt, la nature, se développe pour atteindre un climax. Un climax, c'est un équilibre en constante réadaptation avec une volonté perdurée. Ici, cette forêt est arrivée à un stade où ce qui est le plus adapté, c'est la hêtraie sapinière, des hêtres et des sapins, avec des cycles longs, une diversité de faune et de flore associée très riche, qui rend cet écosystème beaucoup plus résistant, plus résilient, mais aussi plus riche et plus productif en termes de fonctionnalité. Vous voyez, on vient de vous présenter en quelques mots, par moi-même, le sylvomimétisme, ce que c'est, par Catherine, les problèmes que nous traitons, et avec Charles-Étienne, la forêt où nous l'ancrons. Maintenant, on va passer sur 3 exemples concrets, c'est-à-dire que la méthode, les problèmes et la forêt vont être utilisés ensemble pour vous montrer comment on part d'une situation concrète et sur lequel on arrive à un résultat. Voilà. Il y a un point qu'on ne vous a pas dit, on est en sylvomimétisme, on n'est pas en sylvothérapie. On est vraiment sur une dynamique des organisations qui est là pour produire des effets réels sur un collectif, individu, mais aussi plus de personnes. Collectif, ouais. Voilà. Je vais laisser la parole à Catherine pour que tu nous présentes la première situation. Donc, je vais partir d'une situation réelle. Un comité de direction vient de vivre un gros chamboulement lié au renouvellement à 50% de ses membres et en raison d'un enjeu business majeur qui contraigne chacun à se repositionner à la fois relationnellement, mais aussi en termes de place de dominant. Vous voyez l'influence de la forêt, j'utilise le vocabulaire de dominant, vous verrez ça après avec Charles, et non pas de leader. Chacun va devoir, dans sa culture business, faire des compromis pour créer un en commun qui n'existe pas encore. La situation est délicate pour chacun des individus. Est-ce que mes valeurs, ma raison d'être, mes compétences, la culture de mon métier sont compatibles avec cette nouveauté? Quelle va être ma place? Comment être debout à cette place? Comment j'accepte d'être un dominant au service? Alors, pour nous projeter dans la forêt, je vous emmène à une cinquantaine de mètres de là pour bien voir un arbre en particulier. C'est un sapin. Il domine cette partie de la forêt. Il n'est pas tout seul. D'autres sapins, quelques hêtres l'entourent. Il doit faire autour de 45 mètres de haut. Il est sur un point haut du relief et son pied, sa tête, ses branches sont puissantes, vigoureuses. Son tronc, quand je me rapproche de son pied pour que l'équipe se rende compte, est vraiment beaucoup plus large que mes bras étendus puisqu'il fait 4 mètres de circonférence. Il y a une illustration que vous pouvez voir à l'écran qui montre qu'il faut être 3 humains pour réussir à faire le tour de l'arbre. On ne voit pas le 4e. Voilà. N'empêche, ici, il y a 250 ans, cet arbre, c'était une petite graine minuscule, plus petite qu'un petit pois. Et cet arbre a grandi et il a cette forme parce qu'il a été contraint d'aller vers le haut pour trouver de la lumière. Ses branches basses, au fur et à mesure que les arbres autour de lui l'encerclaient, ont séché pour laisser les branches hautes être à leur maximum d'efficacité. Son tronc puissant s'est développé alors qu'il était exposé au vent. Il est devenu plus résistant que les autres.
Ses racines énormes sont profondes, solides. Il a donc développé une capacité de résistance, mais aussi de productivité qui lui permettent à lui tout seul d'être plus haut, plus fort et plus structurant pour son entourage. Il essuie les coups de vent, il apporte une ombre salvatrice quand il fait chaud, il capte l'eau en profondeur, il ralentit grâce à ses branches les grosses chutes de neige sur le sol pour arroser à son tour de manière plus douce et plus régulière et surtout plus efficiente. Il est aussi plus prolixe, car ses graines ont été semées dans un rayon très large, peut-être 100 mètres, voire plus, et donné des arbres qui ont aujourd'hui aussi, ces arbres-là sont aussi ses futurs remplaçants potentiels. Ça veut dire qu'il permet les conditions pour que les arbres autour déploient leurs capacités, tout en les encadrant. Il a une dominance qui le fait surplomber les autres arbres et voir de loin en loin les autres dominants comme lui. Il a aussi très certainement un réseau d'entraide au niveau racinaire qui lui permet à la fois de bénéficier de symbioses interspécifiques, donc entre espèces, c'est-à-dire avec les champignons, les lichens, les mousses, les espèces herbacées, les vers de terre, voilà. Mais aussi intraspécifiques, c'est-à-dire entre les arbres eux-mêmes, les arbres autour de lui, donc ça veut dire sur le plan chimique, mais aussi structurel, grâce à la fusion des systèmes racinaires de proximité et donc le partage de réseaux. Sur le plan sociétal, ces fonctions intrinsèques lui permettent aussi de fixer le sol, de purifier l'air, de stocker le carbone, de réguler le cycle de l'eau, d'être beau, de participer au paysage, d'inspirer les humains. Et par l'inspiration de l'empereur de sa place dans la forêt, chaque membre du comité de direction de notre exemple va pour lui-même vivre un déplacement et un nouveau repérage. Grâce au partage avec les autres, il va se découvrir et découvrir. Chaque individu peut en sécurité se montrer dans sa spécificité et se relier aux autres. Ainsi, le comité de direction est plus grand que la somme des individus prêts à dépasser ensemble les obstacles. L'entreprise gagne du temps. Elle démontre qu'elle prend au sérieux les enjeux humains, qu'elle se montre ouverte et innovante pour des personnes, par exemple, qui ont déjà vécu des coachings ou des team building. Voilà. Nous arrivons à la fin de notre premier exemple. Il illustre bien comment l'usage d'un arbre peut en créer le cheminement. Sur une journée, on va aller d'arbre en arbre, des racines au tronc jusqu'au pied. Venons-en maintenant au deuxième exemple. Le deuxième exemple, comme je vous l'ai dit, on va se situer au niveau d'un petit bosquet, un ensemble, un petit peuplement, si je pars des termes exacts de la sylviculture. Donc, je pars d'un autre exemple et nous allons faire un focus sur une équipe qui a des difficultés de coopération. Donc, des entretiens individuels préalables ont fait apparaître que le manager est un expert doué, mais peu en management. Il dit faire confiance, mais très contrôlant. Et l'équipe n'a pratiquement aucun temps en commun. Les missions de chacun ne sont pas partagées. Et le travail à distance massif depuis mars amplifie le problème avec une quasi-absence de temps informel. Les conséquences sont des prises de décision trop longues, un manque d'anticipation, des loupés et des frustrations. Dans notre exemple, comme piste de réponse du sylvomimétisme, nous allons uniquement traiter l'équilibre en symbiose de l'auto-organisation de l'équipe. Pour cet exemple, nous allons prendre un peu de recul, dézoomer, ce que nous avons pu observer à l'échelle d'un arbre, même si celui-ci nous a amené à le situer dans son environnement proche, en fait. Nous voilà ici avec ce qu'on appelle une cellule d'un peuplement, c'est-à-dire un groupe d'arbres qui fonctionnent ensemble, un petit collectif. La littérature a beaucoup parlé des échanges d'éléments chimiques liés aux racines et aux champignons, donc je vais laisser ça de côté. Je vais plutôt m'arrêter sur la capacité des arbres à se soutenir entre eux. Une cellule, en fait, fonctionne autour d'un arbre dominant, donc cet arbre dont je parlais tout à l'heure, par exemple, en hauteur et en diamètre. Donc, il est aussi accompagné par des codominants, des dominés et des codominés. Plus on s'éloigne du centre de cette cellule, moins on est haut. Et cette structure permet de profiter à tous les étages de la lumière. C'est une optimisation fonctionnelle et spatiale entre les arbres. Donc, par exemple, si le dominant subit un coup de vent plus fort que les autres, celui-ci peut s'appuyer sur les arbres les plus proches et par un phénomène de rigidité-souplesse, un peu comme quelqu'un qui subit un mouvement de foule et ne tombe pas, les uns et les autres s'auto-stabilisent en fait. Voilà.
Et c'est justement aujourd'hui le fait qu'on soit ici à l'atelier des dialogues, c'est parce qu'on avait prévu beaucoup de vent et que la stabilisation peut parfois avoir des limites, mais pour autant, ça nous permet de nous rappeler le modèle biologique de la feuille. La feuille est un système qui dissipe la puissance des fluides. Mais c'est vrai que je comprends qu'à distance, cette explication puisse être un peu théorique. En revanche, ce que je peux vous assurer, c'est que quand on fait des séminaires qui sont dédiés aux questions de cohésion et de fonctionnement d'équipe, nous nous ancrons sur le fonctionnement opérationnel de ces cellules de peuplement. Vous en avez vu une à l'écran qui est à côté de l'antéclairière. Nous en avons d'autres comme celle auprès des épicéas avec une dynamique qui est extrêmement intéressante sur la façon dont on passe d'une équipe peut-être un peu monolithique à une équipe qui retrouve de la richesse dans son fonctionnement. Et c'est là que, sur ces sujets-là, l'expérience en sylvomimétisme en sylvomimétisme et en sylviculture de Charles-Étienne nous permet d'abord de voir les cas où, en tant qu'humain, il lui est nécessaire d'intervenir pour maximiser la chose. Comme un manager, en somme. Oui, comme un manager. Vous voyez, on n'est vraiment pas, quand on fait ce type de séminaire, dans une logique où il faut répéter les xème recommandations mécaniques sur comment bien déléguer ou comment coopérer. Il y a des listes à l'après-vert, vous les trouvez sur Internet. Nous, c'est pas ce qu'on va faire. Nous, notre enjeu est vraiment de faire en sorte que les gens, les équipes s'ancrent physiquement et émotionnellement sur le sujet dans la forêt et ses pistes de résolution. L'enjeu est de débloquer l'équipe et de déployer l'équipe en symbiose afin qu'elle donne toute sa puissance sans s'épuiser et qu'elle puisse ainsi préparer l'avenir. Voilà. Donc, vous avez vu le premier exemple sur l'arbre, le deuxième sur un petit peuplement, on va dire une équipe avec un manager et une quinzaine de personnes. Et puis, sur le troisième, nous allons nous placer maintenant au niveau du système, au niveau de l'entreprise, et qui, dans notre cas présent, c'est la forêt. Notre dernier exemple concerne l'entreprise dans son ensemble et se pose à une direction générale. Comment cultiver la résilience de mon entreprise tout en étant efficient économiquement ? Dans l'exemple, cette entreprise a un mono-business model qui a eu du succès et s'appuie sur des sous-traitants dépendants. Elle a épuisé ses capacités à augmenter sa marge. Elle est devenue fragile tout autant que ses sous-traitants. Le comité de direction a identifié le risque depuis quelque temps, mais culturellement a du mal à se représenter un autre chemin et tombe dans l'auto-limitation des croyances. Le nouveau directeur général a amené avec lui dans son comité de direction 2 personnes qui voient le chemin, mais il ne parvient pas à convaincre les autres. Alors effectivement, si on se pose la question « qu'est-ce qu'une forêt ?» rapidement, on peut être tenté de vouloir recréer artificiellement ce qui définit les critères constitutifs de cette forêt avec des objectifs de production de bois. Puisque nous sommes en sylviculture, on cultive la forêt, nous allons cultiver la forêt pour produire du bois. 2 modèles sont donc présents. Évidemment, je vais prendre des cas un peu caricaturaux, un peu radicaux pour mieux comprendre. Dans un premier système, la forêt est plantée, tous les arbres ont le même âge, on a un espacement qui a été optimisé, calculé, ils sont tous de la même essence, plutôt résineux, avec un objectif de production, de récolte pour produire du bois, d'industrie dans un premier temps, jusqu'à ce que les arbres atteignent un diamètre minimum. La valorisation alors de ces bois est dite d'avenir, puis arrive l'âge de la récolte, on coupe et on recommence un cycle. En termes d'ambition, on vise des qualités moyennes correctes, pas des records, c'est plutôt l'intérêt du volume et de l'effet de masse, sauf que, voilà, voici un graphique donc, qui permet de visualiser ces cycles. Donc, ce sont des cycles d'environ, là pour l'exemple, j'ai pris des cycles de 60 ans. On voit que pendant les 20 premières années, évidemment, la valorisation est proche de 0 dans la mesure où les arbres ne sont pas encore assez gros. Et puis, tous les 7 ans, on va procéder à des éclaircies qui vont permettre aux autres arbres de grossir, etc. Jusqu'à atteindre un indice de production de 100, c'est-à-dire, en gros, un âge prévu pour la récolte, au moment où donc, on va couper tous les arbres et revenir à 0 et repartir sur un nouveau cycle. On appelle ça la futée régulière. Voilà. Alors là, je l'ai appelé forêt artificielle pour que voilà, ce soit parlant pour vous. Vous remarquerez que le maximum atteint dans cette visualisation théorique, baisse à chaque rotation. C'est-à-dire que, clairement, on est dans un cycle qui est décapitalisant. On
On n'est pas dans des cycles naturels où il y a voilà, où il y a une valorisation, enfin un apport au sol. En fait, on décapitalise. Et en plus, on a des frais de reconstitution, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut replanter, donc ça coûte de l'argent, et on a des revenus de loin en loin, hein, puisque c'est en gros tous les 60-70 ans. Dans un deuxième modèle, on a une forêt naturelle. Autre cas de figure, forêt naturelle, elle s'est constituée librement, sans objectif autre que ceux que la nature recherche, c'est-à-dire atteindre un équilibre d'adaptation parfaite et durable. Dans ce contexte, on a des bois de tout type, mélangés en âge, en hauteur, en essence, en valeur commerciale. Avec une gestion à couvert continu comme celle que je pratique, voilà à quoi ressemblerait la courbe de valeur. C'est-à-dire que, évidemment, je vais couper du bois, je vais continuer à produire du bois, mais en les choisissant, je vais permettre de cibler les flux de croissance et donc je vais récolter un petit peu de temps en temps, tout en essayant d'apporter de la valeur. Là, vous pouvez voir que déjà, on a, au bout de la moitié du temps de l'autre modèle, dépassé l'indice 100. Premier point, et que sur la même longueur de temps, sur 60 ans, en fait, on frôle un indice 200, donc c'est-à-dire qu'on a doublé la valeur de la forêt d'origine. Si on cumule les prélèvements sur la même durée, on est supérieur, c'est-à-dire qu'on n'a aucun frais pour planter, les sols sont dans un cycle vertueux qui le rendent bien puisque la valeur des bois augmente, la production augmente, et ce, de manière quasi infinie, puisque en fait, on ne fait que récolter les intérêts d'un capital. Si je veux affiner ce modèle-là, en fait, on se rend compte que dans le premier modèle basé sur un objectif de production de bois en monoculture, qui paraît de prime abord le plus performant à court terme, en fait, si nous injectons un facteur de risque, au hasard, je vous le donne en mille, le dérèglement climatique, les attaques parasitaires, les sécheresses, les canicules, les neiges lourdes, les tempêtes, les incendies, à vous de choisir, en fait, le modèle s'écroule dès le premier risque atteint. Dans le deuxième modèle que je vous ai présenté, le fait qu'il y ait de la diversité, que les sols soient améliorés, la résilience, la résistance sont telles que non seulement les risques apparaissent moins, mais en plus, ils restent limités et ils sont gérés par la nature elle-même. C'est-à-dire que dans le cas de parasites, par exemple, les prédateurs des parasites sont présents. Les sols retiennent mieux l'eau, les arbres sont plus stables. Bref, la vision à long terme rattrape largement la vision à court terme sur une durée équivalente et en plus, on est moins risqué. Par ailleurs, dans cette gestion, on répond aussi aux attentes autres de la société, savoir la beauté des paysages, l'accueil des promeneurs, le maintien de la diversité, pour lesquels aujourd'hui les institutions chargées de l'aménagement du territoire essaient de compenser chèrement les trouées faites dans le modèle artificiel. Enfin, je voudrais finir sur ce qu'est une forêt, parce que la question que je posais au départ, et son objectif. On l'a vu, une forêt se développe pour elle-même, dans une recherche d'équilibre et d'adaptation, et bien sûr durable. C'est-à-dire que l'œuvre visible de cet aspect de la nature n'a pas pour objectif de produire de la richesse inégalement répartie, mais de faire vivre au maximum ses potentialités, les potentialités de chaque individu dans un ordre qui a pour unique mission la transmission de la vie et le maintien des conditions d'existence. Dans notre exemple, grâce au détour par la gestion sylvicole à couvert continu, les membres du comité de direction ont des conditions exceptionnelles et disruptives en forêt pour lâcher prise par rapport à leurs croyances et accepter de scénariser de nouveaux chemins. Voilà, nous avons fini le troisième exemple. Le premier sur l'arbre, le deuxième donc sur les individus, le deuxième sur l'équipe, le troisième sur le système. Et j'espère que vous avez pu percevoir la puissance que ça pouvait avoir. Quand on emmène des groupes en forêt, on a pris l'habitude de commencer et de finir auprès du vieil arbre, du sage. C'est un être qui doit avoir entre 250 et 300 ans. Avant de conclure, je vais vous laisser l'observer quelques instants. Voilà, là c'est à vous, je vais vous laisser le regarder. Voilà,
J'espère que cet arbre vous a inspiré, vous a questionné. Quand on emmène des groupes et quand on emmène des équipes, quand on emmène des comités de direction dans nos démarches de sylvomimétisme, nous sommes ancrés sur 4 piliers. Observer, c'est ce qu'on vient de faire ensemble en regardant le vieil arbre. Ça, c'est la première chose. Et quand on observe, on se connecte. On se connecte à la nature, on se connecte au vivant. La période de la Covid-19 nous a souvent rappelé notre propre écologie humaine qu'on avait parfois oubliée. Donc, observer, se connecter. On explore ensuite les principes de fonctionnement du vivant, qu'on a essayé de vous esquisser par les 3 exemples, ce qui nous permet d'explorer des nouvelles pistes, des chemins inédits. Et enfin, exploiter. Trouver le meilleur fonctionnement sylvicole qui assure la pérennité de la forêt, tout en permettant d'avoir une production utile. C'est ce que Charles nous a apporté en parlant de sylviculture à couvert continu. Ce qui veut dire que quand on le transpose en entreprise, comment on a un modèle économique qui va être durable et comment on va trouver des solutions qui auront un impact dans la durée et à court terme. Ça fait maintenant 25 minutes que nous sommes ensemble pour ça. J'espère que vous avez bien navigué avec nous entre racines et houppiers. Nous sommes maintenant ouverts à toutes vos questions. En pratique, vous pouvez les poser dans le chat ou dans le module de questions. Voilà, vous allez me voir avec mon téléphone parce que c'est là que je vais les lire. Une question sur les cycles. Question sur les cycles. On passe d'une gestion tous les 7 ans à une gestion tous les 2 ans. C'est bien ça? Oui. Je crois que c'est Charles, hein, c'était pour toi. Effectivement. Alors après, on peut préciser, comme j'ai dit, j'ai pris des exemples un peu caricaturaux. Et effectivement, l'idée, c'est de passer plus souvent, mais de manière plus légère, de manière à être moins impactant dans la forêt. C'est-à-dire qu'en gros, on va prélever moins, mais plus régulièrement, plus souvent. Et en faisant ça, ça permet de mettre en place des cycles qui sont plus légers et plus récurrents. Ouais, voilà. D'accord. Je n'ai pas de retour. Alors, j'espère que je réponds bien à votre question. Une question de Faustine par rapport au vieil arbre. Ouais. C'est un arbre unique. Oui, c'est un arbre unique. On dirait qu'il est en 2 parties. Il est beau. Si on pouvait remettre l'image de cet arbre, moi je l'aime beaucoup parce qu'il a une vraie, il a une vraie antériorité. Il a pour moi une oreille en bas à gauche. Il y a plein de branches. Il a pris des coups. Pour moi, c'est vrai que c'est un arbre que j'aime vraiment beaucoup et qui inspire beaucoup les personnes qu'on amène, que ce soit dans ce qu'on appelle techniquement l'inclusion et puis à la fin, la déclusion quand on quitte le groupe. Alors là, on est dans le sylvomimétisme, donc on peut aussi, par égard, pour les autres arbres, on peut aussi dire que chaque arbre est unique. Celui-ci est particulier, effectivement, parce qu'il est gros, il est plein de cicatrices, chacun peut y voir une histoire différente et en tout cas être sensible à différents aspects de cet arbre-là. Mais potentiellement, chaque arbre est appelé à avoir son propre parcours. J'ai une réaction de Sylvie. Sylvie nous dit il y a le 2e modèle de forêt semble si évident, celui qu'on a vu, la sylviculture à couvert continu. Mais qu'est-ce qui fait que c'est le premier qui est dominant dans la filière bois? C'est une bonne question, parce qu'en fait, moi-même... on remercie Sylvie de l'avoir posée. Merci Sylvie, bravo. Du coup, non mais c'est vrai, ça paraît du bon sens en fait. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené, parce que quand j'étais à l'école et que j'apprenais tout ça il y a 25 ans, j'ai appris les 2 modèles. Et on nous disait que si on voulait produire du bois, si on voulait répondre aux besoins de la filière, ce qui était une raison en soi, on pouvait favoriser un modèle ou l'autre. Voilà. N'empêche que petit à petit, dans ma pratique, depuis que je suis installé maintenant avec mon cabinet depuis 17 ans,
à chaque fois que je rentrais dans une forêt, j'avais la possibilité de choisir plutôt un modèle ou l'autre. Et en fait, à chaque petite action que je menais, je tendais vers cette opération de bon sens et d'injecter de la nature, et voilà ce qui vous paraît évident. Et en fait, moi, ça m'est paru simplement du bon sens. Et puis, j'ai découvert quelque chose qui a été théorisé, rendu scientifique, qui est la sylviculture à couvert continu. Ce qui était autrefois, en fait, une gestion en bon père de famille, on va dire. Hein, on prélevait ce qu'on avait besoin, pas plus. On n'allait pas plus loin que ça. Et en fait, l'autre modèle, celui que j'ai exposé en premier, s'est développé tout simplement pour des raisons industrielles. On a eu des machines de plus en plus grosses qui sont venues récolter du bois. Et pour simplifier, on a modelé la forêt pour pouvoir répondre. Enfin, voilà, là, je pourrais en parler pendant des heures, bien sûr, mais aujourd'hui, quand on replante une forêt, on espace les arbres sur 5 lignes. Pourquoi ? Parce qu'à N+20, on va faire sauter la 3e ligne pour que les machines puissent passer et intervenir sur 2 lignes à gauche, 2 lignes à droite. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a vraiment modélisé cette gestion de manière à répondre à des besoins industriels. Voilà. On pourra en parler des heures, donc j'espère. Oui, je crois que tu peux en parler des heures. En fait, en sous-jacent de la question que nous pose Sylvie, et Sylvie, pour ceux qui ont fait un peu de latin, c'est la racine de la forêt ou de l'arbre. Sylvain, Sylvie. Il y a une question de passage de modèle. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui au niveau des entreprises avec Catherine. Quand on a des problématiques d'entreprise, très souvent, elles sont sur un modèle assez monolithique, on va dire compliqué, mais pas complexe. Et elles essayent de faire passer sur des modèles où il y a plus de complexité. Et il y a vraiment quelque chose où la forêt nous apporte. La question, par exemple, de la transition socio-écologique aujourd'hui, on est obligé de prendre en compte les parties prenantes comme on ne le faisait pas. Et la première partie prenante étant, par exemple, la ressource naturelle. Est-ce qu'on est en voie d'épuisement avec notre système économique, mais aussi une ressource qu'on ne prend pas forcément toujours en compte, qui est la question des humains. Voilà. On est vraiment dans des approches complexes et pas compliquées. Le complexe, c'est-à-dire qu'on est multifactoriel et qu'à un moment, il faut trouver des solutions dans quelque chose qui n'est pas fini. Le compliqué, c'est quelque chose, on fait des rétro-plannings, des process et des machins, et au bout du bout, on a réglé la question. Je ne suis pas en train de dire que le compliqué et les processus ne sont pas nécessaires, mais on a d'abord une approche que je vais qualifier de systémique, d'organique, avant de descendre sur des moyens de le traiter qui sont extrêmement efficaces. Un rétro-planning, pour être au rendez-vous au bout, c'est très efficace. Mais si, au début, on n'a pas pris la globalité du problème, sa complexité, ça va moins marcher. Il est vrai que le fait d'être en forêt, en fait, ça déplace des habitudes comme le fait d'être binaire et d'être aussi dans une protection très rationnelle, et que la complexité va aussi de pair avec un développement d'intelligence émotionnelle. Et ce passage de la combinaison d'une intelligence rationnelle avec une intelligence émotionnelle est facilité en forêt. Et les modèles de sylviculture tels que tu les pratiques, permettent de lutter aussi contre des bouts de taylorisme qu'on observe dans les entreprises à plein d'endroits. C'est-à-dire que les entreprises se disent plus taylorisme, mais il y en a des bouts un peu partout. Donc, l'intérêt d'être en forêt et de pouvoir toucher toutes ces dimensions-là en étant immergé. Alors, super, ouais. J'ai une question qui est à la fois une question de Nathalie, que je salue, qui nous regarde depuis la Vendée, et de Philippe sur quelles sont les étapes du sylvomimétisme. C'est vrai qu'on vous raconte ça en 20 minutes. Vous avez entendu se connecter, observer, explorer, exploiter. Ça peut se faire dans une même journée, mais ça peut se faire aussi dans la durée. Il y a quelque chose qu'on a oublié, nous les humains, que les marchands de glace n'ont pas oublié, c'est qu'on mange plus de glace l'été que l'hiver. Et en fait, il y a des saisons. Il y a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Printemps, été, automne et hiver. Et effectivement, notre conviction, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore pu ancrer, et on serait ravis de pouvoir le tester, c'est d'emmener les équipes de CODIR, par exemple, au printemps, à l'été, à l'automne, et peut-être en hiver, s'ils osent. Parce que
il y a une expérience incroyable, c'est une expérience de lumière différente. Entre la lumière du printemps, un vert très tendre, la lumière de l'été, où c'est les zones de feuillus qui vont être plus sombres, alors qu'en hiver, c'est les zones de résineux. Il y a vraiment une expérience incroyable qui nous rappelle qu'une entreprise aussi, ça a des saisons. Il y a des entreprises qui en sont à leur printemps, quand ça pousse. Il y a des entreprises qui sont à l'été, quand on est en train de développer. Il y a malheureusement des entreprises à l'automne, et de temps en temps, il y a aussi besoin d'hibernation. Voilà. Ouais. Les étapes du sylvomimétisme, en fait, elles vont être intimement liées au challenge relevé par les candidats au séminaire. C'est-à-dire que selon le temps où vous en êtes, vous, le sylvomimétisme va essayer d'y répondre en montrant le temps des forêts. C'est-à-dire que comme je l'ai dit, j'en ai parlé, la sylvogénèse, elle se fait sur le temps long. Et donc, il y a déjà cette notion de long terme, d'objectif à très long terme et du plan d'action à mener pour atteindre des objectifs à long terme. Et donc, encore une fois, on peut faire une projection sur le monde de l'entreprise avec une stratégie, avec des objectifs à court, moyen, long terme. Et voilà, c'est assez adaptatif en fait en fonction de ce qui est l'objet des problématiques entrepreneuriales actuelles en fait. Et quand nous travaillons en intra-entreprise, de toute façon, on a une étape de partage de diagnostic avec notre interlocuteur client, voire avec l'ensemble de l'équipe, pour définir de manière fine, subtile, dans quelle étape de dynamique d'équipe, à quelle étape est l'entreprise, pour pouvoir, au préalable, déjà avoir une première étape de co-construction, avant nous de chercher quelle va être la meilleure analogie en forêt et dans la construction des parcours. Nous recherchons en forêt les endroits qui vont être les endroits propices à pouvoir justement cultiver les différentes étapes de challenge que nous relevons. Je vois qu'il est 12h37, il nous reste 7-8 minutes. Je vais d'abord prendre en compte la réaction d'Isabelle qui nous dit comment ne pas se laisser happer par le modèle biologique. Et on a prévu un petit quelque chose qui va nous permettre de l'illustrer très concrètement. Mais avant, il y a une question d'Adrien que je salue. Et merci Adrien qui est un des membres du CBIOS. Peut-on imaginer récolter d'autres savoirs sylvomimétiques en observant d'autres forêts, tropicales, toundra? Ma conviction est oui. On doit forcément l'avoir parce qu'on est à la fois sur des logiques d'arbres, de bosquets et de systèmes. Et vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on vous parle d'une forêt auvergnate. Avec Catherine, on est allé regarder en Île-de-France, en massif de Fontainebleau, pour voir s'il y avait des éléments qui pouvaient nous inspirer. Et plus globalement, ce qui est important pour nous, c'est de trouver une forêt variée, une forêt multiple, pas une forêt monolithique. Et à partir du moment où on est sur un système de forêt variée, on peut ancrer les apports du sylvomimétisme. On a eu l'occasion d'aller dans d'autres forêts que celle d'Auvergne, évidemment, sur demande, parce qu'il y avait des groupes qui souhaitaient qu'on intervienne. Et en fait, certaines forêts, tout simplement, avaient été proposées par les groupes eux-mêmes. Et en fait, alors évidemment, les dynamiques sont proches, puisqu'on reste en France, on reste pour l'instant sur ces forêts septentrionales. Ceci dit, le principe de diversité, je dirais, d'impact positif sur ce qu'on peut faire est inspirant dans toutes les dynamiques naturelles, en fait. Alors, on sera loin du sylvomimétisme, mais on peut aussi se projeter sur la manière dont les coraux, par exemple, fonctionnent en société. Alors, pour ça, je vais d'ailleurs juste vous montrer, on a eu la chance de recevoir des organisateurs de Biomime Expo. Biomime Expo, c'est on devait être aujourd'hui. On devait être aujourd'hui. C'est quelque chose qui est reporté au 1er décembre et je souhaite de tout cœur qu'on puisse le faire. Et vous avez plein de choses qui sont inspirées de la forêt. Un des plus connus est le martin pêcheur par rapport à ce train à grande vitesse
au Japon pour passer à travers les tunnels sans poser de problème. Mais vous avez aussi des histoires de champignons pour régénérer. Voilà, il y en a beaucoup de choses. Et si vous avez l'occasion, le 1er décembre prochain, de venir à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, à la Villette, et que c'est maintenu, on aura le plaisir de vous voir, nous, pour des questions plus d'organisation, mais vous trouverez plein d'applications dans le domaine pratique. Voilà. Se laisser happer par la forêt est quelque chose, on va finir là-dessus, mais avant, il y avait je vais prendre une question de Nathalie Massé qui nous demandait s'il y avait de la préparation nécessaire avant d'embarquer l'individu, l'équipe ou l'entreprise dans le sylvomimétisme. En fait, avec Catherine et Charles, la première chose, c'est qu'on ne parle pas du sujet sans avoir fait une analyse des problèmes. Où en est le groupe? Où est-ce que les gens en sont? Sont-ils à même de recevoir l'apport que l'on propose avec le sylvomimétisme? Il est clair que si on ne le sent pas, si on ne le voit pas, si on sent que ça risque de poser un problème chez le manager, on ne va pas le faire. Clairement, on ne va pas le faire. Donc, il y a toujours une préparation qui est une préparation extrêmement fine. Une fois qu'on a les données du problème, on se dit par où on va les faire passer, quelle va être la dynamique, qu'est-ce qu'on va construire ensemble pour qu'à la fin, on soit dans les rendus de l'objectif qui nous a été demandé par ceux qui nous mandatent pour faire quelque chose. On n'est pas là pour juste faire passer un moment d'une journée avec les personnes. Ça, peut-être que d'autres aiment le faire. Nous, c'est vraiment pas notre façon de faire. La question de l'impact est vraiment… C'est collatéral, on va dire. Ouais, on passe un bon moment, mais voilà. Mais c'est pas d'abord l'objectif. L'objectif, c'est d'avancer sur le chemin. Et c'est vrai qu'on a la chance en forêt d'avoir quelque chose qui nous emmène. Voilà. Ben justement, nous emmener… on va vous permettre, pendant 3-4 minutes, on va vous permettre d'essayer de vivre ce qu'on fait en photolangage quand on est sur les arbres de bordure. Moi, j'aime beaucoup les arbres de bordure, c'est les arbres d'interface. Vous allez en avoir sur votre écran 4 différents, 1, 2, 3, 4. Là, tout de suite, on n'a pas de retour, mais on n'a plus de retour parce que j'ai plus de batterie sur l'ordinateur qui nous faisait le retour. Voilà, c'est parti. Okay. Vous allez pouvoir les regarder et vous demander quel est celui qui… On peut remettre la batterie là-dessus? Non, j'ai oublié le cordon d'alimentation. Ok. Voilà, donc j'irai comme ça. Voilà, vous regardez l'arbre et vous regardez celui qui vous ressemble. Choisissez celui qui vous ressemble. Et si vous aviez la gentillesse de nous partager dans le chat pourquoi, voilà. Si vous avez la gentillesse de nous partager dans le chat pourquoi, ce serait vraiment un grand honneur que vous nous feriez. Voilà. On vous laisse 2-3 minutes et après, on partira sur une dernière vidéo, une vidéo immersive. Non, c'est très bien. Voilà. C'est très bien. On peut laisser comme ça. On a des partages là, qui arrivent. Oui. Je vois un collectif avec le 3, le 4, parce qu'il ouvre les bras et protège un autre. Le 3, partir seul et rejoindre ceux qui nous ressemblent. Et ça me donne de l'émotion. Hein. C'est waouh. Pardon. Hein, voilà. Le 3, parce qu'il a un côté à la fois monolithique et farfelu. Le 1, parce qu'il y a toujours plein d'idées et de réflexions parallèles. J'aime beaucoup le 2, car il laisse passer la lumière. Le 4, ouvrir les bras, mais aussi plusieurs voix. J'avoue que pour moi, mon arbre préféré, c'est le 4. Je l'ai mis, fallait quand même oser mettre ce qu'on était. Voilà, c'est un arbre juvélaire, le 4, c'est un arbre qui, quand on le voit in situ, a un seul tronc, mais alterne entre le côté féminin et masculin. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui me semble important pour moi dans ma façon de vivre. Voilà. Ce que je vous propose,
Déjà, non, en fait, la première chose, c'est qu'il faut qu'on vous remercie. Merci. Merci beaucoup d'avoir pris les 45 minutes d'écoute. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup de vos apports. Et puis, si vous avez envie de nous retrouver, vous pouvez taper www.sylvomimétisme.fr, ce qui me permet d'ailleurs de faire un petit coup de pub pour la société qui nous héberge, qui est une société qui est basée dans le Cantal, dans un village de 500 habitants. Vous avez vu, je vous ai dit que Livestream, c'était français, que Site W, qui héberge le sylvomimétisme, c'est un Wix en mieux, et basé dans le Cantal. Mais si vous avez vraiment envie de nous contacter, vous aurez les coordonnées dans le mail qui vous sera envoyé avec le replay. Et sinon, une adresse mail qui est extrêmement compliquée à retenir, c'est contact@sylvomimétisme.fr. Voilà, je vous laisse dire le mot de la fin. Et puis, on va vous proposer une petite vidéo immersive de 2 minutes. J'ai juste envie de vous dire à bientôt. Voilà. Et toi, Charles ? Oui, merci. Ça envoie du bois en général quand Charles parle. Hein. Non, mais merci de nous avoir consacré effectivement ces 3 quarts d'heure. On aurait préféré évidemment que ce soit en live, en forêt, avec vous, en présentiel, parce que c'est aussi l'occasion d'être en forêt et de profiter de cet agrément-là et aussi d'être en lien humainement. C'est ça qui est riche aussi dans ces échanges. Et en tout cas, on espère que ce sera justement l'opportunité pour vous de nous rencontrer plus tard, bientôt en tout cas. Voilà, au revoir.